tout de suite. Bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass qui a deux invités aujourd'hui. Le premier, c'est Aurélie Jean qu'on est ravi d'accueillir. Le deuxième, c'est l'algorithme, une méthode, une notion qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec Aurélie, qui en est la spécialiste. L'idée de cette masterclass, c'est de profiter de 35 minutes qui sont devant nous pour apprendre à vous connaître, Aurélie, pour découvrir la manière dont vous travaillez et pour faire la connaissance justement d'une méthode, d'une technique dont vous avez la passion et que vous avez la passion de faire connaître. Alors, avant de commencer, peut-être un rappel autobiographique. Vous êtes docteur en sciences du numérique, vous êtes également entrepreneur, vous êtes l'une des figures de la science algorithmique. En 2019, vous avez fait paraître un premier ouvrage aux éditions de l'Observatoire intitulé « De l'autre côté de la machine », observatoire que j'avais trouvé passionnant parce que moi qui m'intéresse aux algorithmes de très très loin, j'avais compris peut-être un peu mieux ce qui se passait sous le capot. C'était écrit à la première personne de manière très dense, très intéressante, et vraiment j'avais découvert ce monde-là grâce à vous. Et vous venez de sortir un deuxième ouvrage intitulé Les algorithmes font-ils la loi, aux éditions de l'Observatoire également. Et cette fois-ci, vous allez un cran plus loin et vous interrogez en particulier la manière dont la loi, dont la réglementation, dont le collectif peut tenter de dompter ces algorithmes qui ont infusé notre vie. Alors la première question peut-être pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux algorithmes et justement à ouvrir ce capot pour tenter de comprendre comment il fonctionne ? Merci Quentin pour l'invitation, merci à Arte et France Culture pour cet événement. Alors moi en fait, j'y suis, par opportunité en fait, j'avais pas forcément réfléchi à faire de l'algorithmique, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'étais bonne en maths, donc du coup j'ai fait des études scientifiques et j'ai jamais réfléchi véritablement à ce que je voulais faire plus tard, j'ai surtout réfléchi à ce que j'aimais faire. Donc j'ai fait des études de physique et de mathématiques, avec un peu de physique quantique et une minor en deuxième année en sciences informatiques. Et c'est avec ce cours de sciences informatiques dont je parle dans mon premier livre, en fait, dès le début, où en fait je découvre une science qui s'appelle l'algorithmique, qui consiste en fait à développer des méthodes de résolution, qui consistent en fait à l'exécution hiérarchisée selon une certaine logique d'opération pour résoudre un problème, répondre à une question. Et donc j'ai découvert ça dès ma deuxième année d'université à Sorbonne. Et puis ensuite, j'ai continué dans ce domaine, mais dans la mécanique, c'est entre la physique et les mathématiques. Donc de la mécanique numérique, et ensuite je me suis spécialisée dans ma thèse dans les matériaux mous, ce qui m'a ensuite permis, donc d'abord des matériaux synthétiques, mais ce qui m'a permis ensuite de travailler dans la médecine, puisqu'en fait notre corps humain est principalement constitué de matériaux mous. Et donc voilà, donc l'algorithmique en fait pour moi a été au départ une curiosité, puis complètement une discipline à développer pour répondre à des problèmes concrets de la vie courante, et pour amener justement à travailler dans tous les domaines, puisque je travaille dans la médecine. Aujourd'hui, je travaille dans pas mal de domaines, et avec ma deuxième boîte, on est sur le cancer du sein. J'ai travaillé dans l'économie et la finance quand j'étais à Bloomberg, à New York. J'ai travaillé dans le domaine du retail, j'ai travaillé dans l'éducation, enfin dans pas mal de domaines, et ce qui démontre que l'algorithmique, en fait, peut infuser dans pas mal de domaines, toujours dans la même idée, qui est de résoudre des grands problèmes ou de répondre à des questions. Alors avant d'entrer, de plonger dans la notion pour tenter de comprendre ce qu'elle recouvre et de quoi elle est faite, est-ce que quand on est capable de créer un algorithme, on peut tenter de tous les créer? En gros, comment ça fonctionne lorsqu'on vous demande de créer un algorithme? Est-ce que vous êtes capable de tous les manipuler, tous les créer, tous les comprendre? Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Moi, j'ai ma manière de faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle dans laquelle on a les meilleurs résultats, hein, pour moi en tout cas. Moi, en fait, je ne développe jamais... Vous avez deux approches, soit passer par l'approche purement mathématique, soit passer par le métier. Moi, je ne développe... Je ne passe... Par le métier, c'est-à-dire, pardon ? Pardon. Le métier, l'application, le métier de l'application dans lequel l'algorithme est développé. Je m'explique, par exemple, si je prends l'algorithme le plus récent qu'on a développé avec mes partenaires, ce sont des médecins. Et en fait, un médecin est venu vers moi, donc docteur Philippe Bénilouche, avec un problème concret qui est est-ce qu'on est capable algorithmiquement de détecter une signature tumorale, donc le signal faible du cancer, c'est la traduction mathématique. Et en fait, j'aurais pu tout à fait prendre la vision purement mathématique qui est je vais appliquer
toute la partie scientifique algorithmique sur ce problème. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai davantage écouté le médecin, donc j'étais orientée par la médecine, et j'ai du coup pu modifier l'entraînement lui-même, la manière d'entraîner cet algorithme, et la composition même de l'algorithme, parce qu'en fait, on a fait un algorithme hybride d'une partie mathématique, une partie apprentissage machine, donc explicite, implicite. Et en fait, je pense que c'est pour ça que notre algorithme est efficace. C'est parce que je passe par le métier pour ensuite développer un algorithme, et non pas d'appliquer un algorithme sur une discipline en développant un jeu de données gigantesque. On a eu un jeu de données conséquent, mais voilà. Donc il y a vraiment des approches très différentes. Moi, c'est celle dans laquelle je suis la plus à l'aise. Et encore récemment, j'ai développé un algorithme pour un parfumeur. Donc ça, c'est plus dans la partie conseil et développement. Et Avec quel type d'application ? Là, typiquement, c'était pour comprendre la signature olfactive des parfumeurs, pour mieux la comprendre. Et du coup, d'arriver à comprendre la signature olfactive des parfumeurs d'il y a un siècle, qui ne sont plus là, mais dont on en a seulement les compositions de parfums, mais dont on ne connaît pas forcément les motivations. Pourquoi, le rational, pourquoi ils les ont fait comme ça. Voilà. Alors faisons un pas en arrière, si vous le voulez bien, et tentons de réfléchir à ce qu'est un algorithme. Si on commence par le mot même, algorithme, qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est son étymologie ? Alors c'est un mot qui vient du nom latinisé du mathématicien perse Al-Khwarizmi du 9e siècle de notre ère, donc algorithmie, pour Al-Khwarizmi, dont vient aussi le nom algèbre. Il faut que les gens le sachent, donc c'est vraiment les débuts des mathématiques. Mais en fait, le raisonnement algorithmique date de bien plus ancien, puisque ça date en fait de l'époque d'Euclide, de 3 siècles avant notre ère, qui en fait utilisait le raisonnement algorithmique pour aller, par exemple, démontrer des théorèmes ou résoudre des problèmes de manière efficace. Par exemple, son œuvre magistrale s'appelle Les éléments, et il a pu, en apportant des éléments géométriques, parce qu'à l'époque c'était de la géométrie, c'était pas des maths, les maths sont venus après, comme je l'ai dit, en fait, il a pu mettre en place des éléments pour aller démontrer des théorèmes, comme le théorème de Thalès, qui n'était pas un théorème lorsque Thalès l'a conçu, c'était davantage un axiome. On appelle ça un axiome lorsqu'il n'a pas été démontré. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithme, en fait, on sous-entend inconsciemment l'algorithme numérique, c'est-à-dire celui qui est destiné à être implémenté dans un code de calcul, à être calibré ou entraîné sur un jeu de données, et ensuite pour tourner sur un ordinateur, ça peut être votre téléphone portable, pour faire des prédictions, résoudre un problème, répondre à une question, comme est-ce qu'il y a un chien sur cette photo, des choses comme ça. Et en fait, je dis ça parce que du coup, il y a eu beaucoup de changements, d'une part sur les algorithmes eux-mêmes, puisqu'en fait, alors que l'algorithme historiquement est fait pour être résolu à la main, aujourd'hui on le résout par une machine. Il y a eu des changements sur les algorithmes eux-mêmes. On a vu des nouveaux types d'algorithmes arriver, comme ceux d'apprentissage, les implicites. Et puis, on a vu aussi des nouvelles manières d'aller collecter de l'information pour justement nourrir cet algorithme ou le calibrer. Donc, il y a eu beaucoup de transformations liées, entre autres, aux évolutions machines et aux capacités de calcul. Vous avez rapidement sauté au numérique et pourtant vous racontez, vous expliquez dans vos 2 livres qu'au tout début de vos études algorithmiques, vous n'avez pas touché un ordinateur, vous êtes longtemps resté face à un papier et avec un simple stylo. Ouais, ça a été ma grande frustration en fait, quand j'ai fait mon cours de sciences informatiques en option en 2e année. Je pensais pouvoir enfin coder et pouvoir contrôler la machine. Et à ma grande déception, donc j'ai les 6 premiers mois écrit littéralement des algorithmes à la main avec un crayon à papier. Et j'ai été très frustrée au début. Et puis après, je trouvais ça drôle parce que en fait, c'était la première fois que je voyais une application directe des mathématiques. Voilà. Quels sont les différents types d'algorithmes ? Alors, on pourrait évidemment y passer des heures, mais je pense qu'il est important de faire peut-être 2 distinctions pour la discussion qui va suivre. La première, la différence entre l'algorithme et l'intelligence artificielle d'une part, et ensuite la distinction que moi j'ignorais avant la lecture de votre livre, la distinction entre algorithme implicite et algorithme explicite. Peut-être commencer par la différence justement avec l'IA. Ouais. Alors moi, l'IA, c'est un mot que j'utilise peu. Vous avez vu dans mon livre, j'utilise presque pas parce que c'est un mot qu'on n'utilise pas tant que ça. Lorsqu'on l'utilise, c'est plutôt pour en termes de communication, éventuellement pour lever de l'argent, mais c'est un mot que j'aime pas trop. C'est un mot qui fait peur et qui est un peu fourre-tout. L'intelligence artificielle, c'est alors je vais démystifier la chose. Je m'excuse, mais c'est des algorithmes qui tournent sur des jeux de données. Voilà, tout simplement. Alors après, vous avez d'autres choses dans l'IA. Ça va être toute la robotique, la partie hardware. Moi, je m'occupe pas du tout de ça. Je fais la partie soft, donc la partie logicielle, la partie modélisation. Donc c'est littéralement des algorithmes qui vont être soit calibrés, soit être entraînés sur des jeux de données pour ensuite tourner sur des nouveaux jeux de données. Ce qui vient à la deuxième question, c'est la différence de type d'algorithme. Alors moi, c'est explicite, implicite, c'est des mots que j'ai inventés, ça existe, mais j'ai décidé d'utiliser ces mots il y a quelques années, parce que moi j'avais un directeur de recherche qui me disait, si tu n'arrives pas à exprimer quelque chose, trouve un mot pour le dire. Et du coup, j'arrivais pas à exprimer
cette différence entre, on parle beaucoup d'algorithmes historiques qui sont les algorithmes mathématisables, et puis les algorithmes machine learning qui vont être ceux qui vont apprendre sur des jeux de données. Enfin, même si j'aime pas dire apprendre, c'est anthropomorphique, mais bon, qui vont être entraînés sur des jeux de données. Et en fait, moi j'ai trouvé le mot... Anthropomorphique, c'est-à-dire qui reproduit les comportements voilà, exactement, humains, des caractéristiques humaines. Et donc du coup, j'ai décidé d'utiliser le mot explicite et implicite qui pour moi traduit clairement ce qui se passe. Vous avez d'un côté les algorithmes explicites qui sont les algorithmes qui sont les algorithmes historiques, qui sont toujours utilisés aujourd'hui, hein, qui sont des algorithmes pour lesquels nous, concepteurs, ingénieurs, scientifiques, on va définir la logique de fonctionnement de l'algorithme. Donc on va définir la logique de fonctionnement soit par des choses... Alors tout de suite, les gens pensent par exemple à des arbres décisionnels qui contiennent des structures conditionnelles. Si telle condition est satisfaite, alors j'applique telle action, par exemple. Mais il y a aussi chose pour laquelle moi j'ai été formée qui s'appelle les mathématiques. De faire des modèles mathématiques souvent complexes, locales puis à plus grande échelle, pour aller traduire mathématiquement un phénomène dans le but ensuite, par un algorithme, de le traduire numériquement. Ou pas d'ailleurs, mais maintenant c'est numériquement. Donc ça, ce sont les algorithmes explicites. Dans les algorithmes explicites, on va aussi définir des conditions d'utilisation, des hypothèses, parce que forcément, si on veut mathématiser le phénomène qu'on souhaite simuler, bien souvent, en fait, on a des limitations sur nos propres connaissances ou sur les choses qu'on peut aller comprendre, et donc on va faire des hypothèses. Moi j'en ai fait plein, et c'est très important une fois que vous faites tourner votre algo pour être sûr que le résultat que vous obtenez est pertinent. Et puis vous avez les algorithmes implicites, qui sont tous les algorithmes dont la logique est définie implicitement par un apprentissage machine, où là l'idée ce n'est pas de définir, de mathématiser le problème à résoudre, mais davantage d'aller fournir à un algorithme d'apprentissage. Il y en a plein de types, il y a des réseaux neuronaux, je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, il y a de l'apprentissage statistique, il y a plein de choses qui existent, plus ou moins nouvelles d'ailleurs, hein. Mais c'est vraiment des stats, hein. Et l'idée, c'est d'aller donner à l'algorithme en fait un jeu de données qui représente les scénarios sur lesquels l'algorithme va répondre à une question ou résoudre le problème. Donc des images de chiens ou de Par tumeurs exemple, ou de... Voilà, prenons le cas du chien, parce que je donne cet exemple dans le livre, j'aime beaucoup cet exemple, parce qu'on adore les chiens. C'est un algorithme qui va identifier la présence d'un chien sur une photo. Vous ne pouvez pas faire d'algorithme explicite pour ça. Enfin, vous pouvez essayer, hein, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que c'est difficile d'expliciter ce qu'est un chien. Pour une photo. Vous allez dire, il a un pelage, donc ça donne une texture particulière sur l'image, deux oreilles, éventuellement un facteur de forme tel par rapport à l'environnement. En fait, vous allez vous planter, c'est-à-dire que vous allez confondre chiens avec les chats, avec les loups, avec les renards, vous n'allez pas détecter les chiens qui n'ont qu'une oreille, vous n'allez pas détecter un chien qui a une position particulière, ça ne va pas marcher. Du coup, on passe par l'implicite. C'est l'implicite, c'est-à-dire qu'on va donner un jeu assez conséquent de photos contenant des chiens ou pas, et on va annoter chaque image en donnant la réponse à la question oui ou non, y a-t-il un chien ou pas. Du coup, on va avoir, par exemple, donc pour ce genre d'algorithme, on utilise des réseaux neuronaux, c'est ce qui marche le mieux, hein, c'est tout ce qui est image. On va avoir un réseau neuronal avec des nœuds, donc typiquement des nœuds qui vont contenir des paramètres statistiques qu'on va devoir optimiser, donc identifier par un calcul d'apprentissage, où l'idée, ça va être au début du réseau, grosso modo, hein, pour faire un peu l'image grossière, on a un jeu de données qui contient, donc le jeu d'entraînement qui contient des chiens, pas des chiens. À la sortie, on a la réponse pour chaque photo, est-ce qu'il y a un chien ou pas. Et en fait, on va avoir un calcul d'optimisation qu'on appelle scientifiquement un calcul de rétropropagation, où on va propager dans le réseau en fait, pour identifier le meilleur jeu de paramètres statistiques de l'ensemble des nœuds du réseau, pour pouvoir, in fine, faire que cet algorithme en fait, est capable, pour ce jeu de données précis, de trouver les bonnes réponses, et que du coup, en théorie, si on lui donne une nouvelle photo, contenant un chien ou pas, il est capable de définir parce qu'il aura caractérisé ce qu'on appelle des signaux répétitifs dans l'ensemble du jeu de données. D'où l'importance de la représentativité statistique du jeu de données. Voilà. Et donc là, vous venez de nous donner, grâce à ces chiens, un très très bon exemple d'algorithme implicite. Est-ce que vous auriez, à l'inverse, pour reprendre votre première définition, un exemple d'algorithme explicite ? Oui, il y en a beaucoup. Par exemple, je peux donner un exemple que moi j'ai fait, par exemple, sur le cerveau humain, où en fait on essayait de comprendre les mécanismes du traumatisme crânien dans le but de prédire les risques qu'un humain développe un traumatisme crânien connaissant le type de choc qu'il a reçu à la tête. Donc c'était principalement initialement pour des applications pour l'armée américaine et la Navy, mais en fait c'est des applications très larges, hein, parce que la Ligue de football s'y est intéressée, donc voilà. Donc l'idée c'est de dire qu'on a modélisé le comportement du cerveau humain à l'échelle locale, toute petite échelle, et que par un calcul d'intégration mathématique, donc déjà ça c'est des maths, hein, modéliser mathématiquement la mécanique, donc la déformation du cerveau. C'est quoi, pardon, l'échelle locale d'un la toute petite échelle, ça va être par exemple de l'ordre du millimètre, par exemple. Et puis, parce qu'on ne peut pas descendre trop bas non plus, parce qu'après, Étienne Klein aurait été très bon pour expliquer ça, en fait on ne peut pas appliquer toutes les mêmes mécaniques à toutes les échelles.
Vous ne pouvez pas appliquer la mécanique classique à l'échelle atomistique, par exemple. Donc on peut aller jusqu'à l'échelle de la cellule, mais pas plus bas. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'on va, à partir de ce point de calcul très petit, donc ça peut aller, voilà, c'est pas l'échelle de la cellule, c'est encore un peu différent, c'est une échelle un peu plus homogène, donc on va dire l'échelle du millimètre. On va pouvoir, du coup, par intégration, pouvoir calculer, on appelle ça une dérivation, calculer le comportement du cerveau entier, sollicité par une force extérieure. Donc ça, c'est typiquement un problème explicite où en fait on modélise localement, on intègre globalement et on va voir le comportement du cerveau entier, ce qui nous permet du coup d'avoir, d'une part, de définir le mouvement du cerveau dans sa globalité, localement les champs de pression, et du coup de définir des champs de pression très élevés qui sont caractéristiques potentiels d'un traumatisme crânien, et on peut localiser dans le cerveau, et du coup en fonction de la localisation dans le cerveau, on peut aussi définir les symptômes. Si on bascule maintenant sur une vision un peu plus politique de l'algorithme, comment vous expliquez, comment vous comprenez qu'aujourd'hui ils ont si mauvaise presse, alors que depuis le début de cet entretien, on comprend que les algorithmes permettraient de faire des progrès dans le domaine de la santé, de la reconnaissance, dans plein d'autres champs de l'alimentation. Et pourtant, dès qu'on parle d'algorithme aujourd'hui, c'est pour en critiquer les méfaits. Parce qu'en fait, on a tendance à voir les choses sous des prismes. Ce qui est humain, hein. Enfin, les médias contribuent à ça aussi. Hein. C'est aujourd'hui, on ne voit l'algorithme que sous le prisme des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens associent algorithme à réseaux sociaux et réseaux sociaux à mauvais algorithmes. Par exemple, des algorithmes pour orienter l'opinion, pour classer les gens, pour leur suggérer du contenu de manière très orientée, très ciblée, quitte à les mettre dans des bulles d'opinion et d'observation, pour pas mal de choses. Et en fait, c'est une vision prismatique parce que, premièrement, tous les algorithmes ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et deuxièmement, tous les algorithmes qui tournent sur les réseaux ne sont pas mauvais. Mais certains le sont. Et donc, quels sont les bons algorithmes sous-jacents à certains réseaux sociaux ? Par exemple, des bons algorithmes, ça va être les algorithmes qui vont, par exemple, il y en a qui détectent les contenus haineux. Ça va être des algorithmes qui vont vous suggérer du contenu, mais sans vous orienter de telle façon à vous mettre dans une bulle, parce que ça satisferait un certain modèle économique qui suppose la consommation massive de contenu de votre part sur des temps courts. Par exemple, je pense que les algorithmes qu'il y a sur un outil comme Twitter de suggestion de contenu sont très différents des algorithmes de suggestion de contenu que vous avez sur un journal comme Le Monde. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Et puis c'est pas du tout le même objectif éditorial, etc. Donc voilà, donc ça c'est des exemples qui sont des exemples très différents. Et puis vous avez donc si on prend l'algorithme de suggestion de contenu, il peut être très bien, il peut être très mauvais. C'est-à-dire que ça dépend comment il est écrit, ça dépend comment il est utilisé. Et c'est important de bien dire ça parce que si aujourd'hui on avait un réseau social sans algorithme, il ne fonctionnerait pas. Il faut le dire en fait. C'est-à-dire que les algorithmes sont nécessaires au fonctionnement d'un outil comme un réseau social parce qu'on a besoin d'être orienté, on a besoin d'être suggéré, on a besoin d'avoir des connexions suggérées, etc. Maintenant, c'est comment ces algorithmes sont mis en place, testés au cours du temps, pour pouvoir justement éviter toutes les dérives que l'on voit, qui sont l'orientation d'opinion abusive, qui sont les mises dans des bulles d'opinion et d'observation. Étienne Klein parlait de bulles idéologiques, c'est pareil, etc., etc. Donc c'est là-dessus où il faut faire très attention. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup lu, beaucoup entendu ces dernières semaines, notamment suite aux diverses affaires suscitées dans le cadre de Facebook. C'était l'idée que les algorithmes étaient responsables de ce qui nous arrivait, responsables des biais politiques induits par Facebook, responsables de Cambridge Analytica, de tous ces scandales en chaîne. Et vous portez en faux face à cette idée, c'est-à-dire que pour vous, un algorithme n'est jamais responsable. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous voulez dire par là ? Alors déjà, il n'est jamais responsable pour des raisons juridiques, puis pour des raisons technologiques et scientifiques. D'abord pour les questions juridiques, parce que la responsabilité est propre à une personnalité morale ou physique, ce que n'est pas l'algorithme. Il n'a aucune personnalité juridique, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas coupable, parce qu'en fait, l'algorithme seul n'existe pas. L'algorithme existe parce qu'il a des jeux de données qui vont le nourrir. Donc nous, utilisateurs, nous allons nourrir cet algorithme avec nos propres comportements potentiellement biaisés. On va avoir des concepteurs qui vont implémenter cet algorithme, des gens qui vont le penser, des gens qui le possèdent, les gens qui le vendent, les gens qui le testent. Donc c'est une chaîne complète. Et quand je dis ça, souvent, alors je me permets de poser une question, souvent les gens disent oui, mais du coup, s'il y a une erreur, quelle est la responsabilité ? Il faut se poser la question de la responsabilité. Et en fait, les gens présentent ça souvent comme un nouveau problème. Mais pas du tout. Ce problème a toujours existé. Vous pouvez parler avec n'importe quel juriste, il vous dira ce problème de la responsabilité a toujours existé. Je vous donne un exemple. Vous allez à l'hôpital pour faire un IRM du cerveau.
tout va bien, vous repartez chez vous, et 3 mois après, on réalise que vous avez une tumeur au cerveau. Ce qui se passe, c'est qu'on réalise que sur cette IRM qui a été faite 3 mois avant, en fait, on le voyait. À qui est la responsabilité? Le médecin qui a validé le diagnostic, le technicien qui vous a fait passer l'examen, l'entreprise qui possède le scan, l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, la responsabilité d'un incident via un outil n'est pas nouveau, n'est pas propre à l'algorithmique, il existe depuis très longtemps. Donc aucun juriste ne vous dira que c'est un problème nouveau. La différence aujourd'hui, c'est que l'algorithmique est une science complexe, intangible, avec certaines choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne capte pas dans la logique même de fonctionnement, mais il y a d'autres analogies qui existent, et donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, et c'est du coup, dans mon livre, il y a 2 gros aspects. Donc, il y a l'aspect de la régulation, comme vous l'avez dit, à savoir comment on doit encadrer juridiquement, non pas les algorithmes eux-mêmes, ça n'a aucun sens, mais d'encadrer le développement, le test et l'usage, mais aussi, en fait, de réfléchir à qui est le cœur du sujet, de la notion de calcul d'explicabilité, c'est-à-dire que un algorithme, même lorsqu'il a été entraîné implicitement sur un jeu de données, donc sa logique est définie implicitement, on a du mal à la capter, extraire explicitement, ce qui va se passer quand même, c'est qu'on peut appliquer des méthodes de calcul pour aller extraire en partie la logique de fonctionnement et du coup anticiper les erreurs, d'éviter une grosse partie des scandales qu'on a vus récemment encore et qui vraiment peuvent être évités si on faisait les tests correctement. Peut-être que l'autre moyen aussi de faire un pas de côté par rapport à l'idée de responsabilité à coller à celle des algorithmes, c'est d'envisager la notion de biais qu'on a peu évoquée pour l'instant. Vous le dites très très bien aussi dans vos 2 livres, les algorithmes sont toujours des produits humains, et donc ils portent en eux-mêmes, ils portent dans leur conception même des biais humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi ces biais sont faits et surtout ce que ça induit d'un point de vue technologique? Alors c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, qu'un algorithme n'est jamais seul, il est décidé par quelqu'un, on définit ses hypothèses, ses conditions, même pour un algorithme implicite. On va définir les scénarios qu'on envisage et sur lequel l'algorithme doit résoudre le problème ou répondre à une question. Donc déjà là, même dans la définition des scénarios, on peut mettre un biais. On peut introduire un biais dans le jeu de data lui-même, on peut introduire un biais dans la manière dont on va tester l'algorithme, et on peut aussi introduire un biais dans la manière dont on va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a vu des cas où l'algorithme avait été très bien fait, mais parce qu'il y a eu un problème de communication vis-à-vis des utilisateurs, les utilisateurs ne l'ont pas utilisé comme il aurait dû être utilisé. Prenons un exemple par rapport, si on revient par exemple sur l'algorithme des chiens et de la reconnaissance des chiens, quel type de biais peut-il quel type de biais? Ça va être par exemple, si vous faites un jeu de données des chiens, c'est d'oublier les loups et les renards. Et si vous ne mettez pas de loups et de renards dans votre jeu de data, votre algorithme va le reconnaître comme un chien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est de penser à tous les scénarios possibles. Alors vous allez me dire, le chien, ça n'a pas de conséquences très graves et c'est pas... Il y a évidemment des biais beaucoup plus compliqués, beaucoup plus graves, par exemple, sur des individus. des biais misogynes. Parce que, à la rigueur, si on oublie de considérer les chiens marrons ou les chiens couleur crème, je pense que ça n'aura pas de conséquences très très graves, mais sur les libertés individuelles. Mais bon. Sauf pour les chiens eux-mêmes, peut-être. Voilà. Ouais, après, pour les maîtres des chiens qui seraient susceptibles, et je comprends. Enfin, mais en tout cas, voilà, si on prend le cas sur des individus, ça peut avoir des conséquences très graves. Et c'est ce qu'on a vu sur les premiers algorithmes de reconnaissance faciale, où en fait, qui ne reconnaissaient pas les peaux noires, les visages d'individus à peau noire. Pourquoi? Parce que dans le jeu de données qui avait été fourni à l'algorithme pour être entraîné, ce jeu ne contenait pas d'individus à peau noire. Pourquoi? Parce que les concepteurs étaient sûrement majoritairement blancs. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est la faute des concepteurs, c'est plus complexe que ça. C'est la faute de tout un système. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte quand on développe un algorithme dans une entreprise. Moi, je travaillais 2 ans à Bloomberg. Et en fait, vous travaillez souvent sur une petite composante qui va être intégrée dans un grand truc. Donc, la responsabilité est extrêmement diluée. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, cette responsabilité est vachement importante à prendre en considération. C'est pas une personne, c'est pas une équipe, c'est toute l'entreprise, voire les utilisateurs eux-mêmes. Donc toutes ces choses-là sont importantes à intégrer. Alors vous, personnellement, justement, quand vous concevez un algorithme, comment est-ce que vous faites pour tenter d'éviter les biais? Où est-ce qu'il faut assumer à un moment que de toute façon, même si on tente d'approcher la perfection algorithmique, il y aura toujours des petits biais qu'on n'aura pas su découvrir ou maîtriser? Alors ça, c'est sûr. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis d'un individu biaisé. Je le sais, enfin, j'en parle dans le premier livre d'une expérience un peu maladroite qui m'est arrivée, donc oui, non, mais ça arrive à tout le monde. Donc je ne peux pas vous dire que mon algorithme n'aura pas de biais. Par contre, je peux vous dire, c'est que j'ai appliqué rigoureusement toutes les méthodes de développement et de test pour m'assurer que je minimise le risque de biais. Et c'est ça en fait qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, quand je développe, déjà, je ne suis jamais seule dans mon coin. C'est-à-dire que je parle toujours avec les gens du métier dans lequel l'algorithme va être appliqué.
Donc une solution collective à des biais que vous pourriez porter individuellement. Exactement, et bah oui, c'est une manière de diluer aussi les biais, c'est-à-dire qu'eux vont avoir des biais différents, donc ils vont challenger les miens et moi je vais challenger les leurs. Et puis après, il y a le développement lui-même, il y a des méthodes de développement, des bonnes pratiques de développement qui peuvent éviter des biais, non pas des biais dus à des biais cognitifs, mais des biais dus à une mauvaise implémentation. Puis il y a la partie test qui est fondamentale, c'est-à-dire que du moment où il y a eu cet incident il y a plusieurs années sur les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les peaux noires, le test sur les individus de différentes ethnicités doit être fait systématiquement pour des algorithmes dans lesquels il y a des reconnaissances d'individus, par exemple. C'est des choses, voilà, ça devrait rentrer dans toutes les banques de tests qui doivent tourner systématiquement à chaque fois que l'algorithme, une nouvelle version est déployée vers les utilisateurs. Alors dans votre dernier ouvrage publié, je le rappelle, aux éditions de l'Observatoire et qui s'intitule « Les algorithmes font-ils la loi ?», vous examinez, vous prenez quand même de front le sujet de la régulation des algorithmes, et vous allez nous expliquer que régulation n'est pas le bon terme, vous préférez établir l'idée qu'il vaudrait mieux les dompter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors ce que je dis exactement, c'est que régulation oui, mais pas réguler les algorithmes. Ça n'a aucun sens parce qu'on ne peut pas, on ne peut réguler que quelque chose qu'on peut évaluer. Ça paraît logique, comme on peut tester, enfin, sinon c'est compliqué. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va dompter les algorithmes, et pour ça, pour les dompter, parce que j'ai une métaphore filée de la jungle algorithmique dans mon livre, sinon ça fait un peu bizarre de sortir comme ça, et en fait, ce que je fais, c'est que je défends l'idée de la régulation des bonnes pratiques de développement, de tests et d'usage. Et c'est ça que je défends. Donc c'est dompter l'algorithme à travers la régulation des pratiques de son développement, de ses tests et de ses usages. Et c'est ça... C'est ça la grosse différence en fait entre les deux, parce que moi je fais hyper attention aux éléments de langage. Et par exemple, souvent les gens disent oui, il faut réguler les algorithmes, et je leur dis non, tu peux pas dire ça parce qu'en fait, voilà. Et ils me disent non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis oui, mais en fait, il faut choisir les bons mots pour les bonnes choses, sinon on va créer de la confusion et on va tendre vers des mauvaises décisions. Quel rôle peut jouer la loi pour réguler, maintenant qu'on sait qu'il faut agir sur les comportements humains plus que sur la technologie, et maintenant qu'on sait également que les algorithmes sont désormais partout dans nos vies, dans tous les champs, dans tous les domaines de l'expérience? Qu'est-ce que la loi peut réussir à faire dans ce cadre-là? C'est-à-dire à la fois ne pas être trop en retard par rapport au progrès, et dans le même temps ne pas brider le progrès. Donc on voit bien l'équilibre compliqué qu'il faut réussir à créer. Alors c'est vrai que c'est un sujet complexe parce que la loi elle peut faire beaucoup de choses. Elle l'a démontré avec le RGPD, le règlement de protection des données à caractère personnel en Europe, qui a influencé le texte californien, il ne faut pas l'oublier, qui est appliqué dans plusieurs États des États-Unis. Et qui est lui-même d'inspiration française. Oui, oui, exactement. Donc, en plus, voilà, le RGPD a été influencé par le texte français de 78 repris en 95. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Et maintenant, la loi, elle peut faire ce qu'elle a fait pour le RGPD. Le RGPD est une révolution. Tout n'est pas parfait. Je présente 2 vides technologiques que moi j'ai identifiés comme des vides technologiques dans le texte. Pardon, je me permets de vous couper. Est-ce que vous pourriez expliquer pour tout le monde les principes de base peut-être de la RGPD? Alors le RGPD, il y a 99 articles, donc je ne vais pas les reprendre tout de suite. Voilà. Surtout que je ne les comprends pas tous. Je ne vais pas mentir. Par contre, il y a des grands thèmes qui sont le thème de la protection des données, à savoir on protège les données à caractère personnel des citoyens européens, même si ces données sortent du territoire européen, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le lieu de la collecte et pas le lieu de stockage, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une révolution. Ensuite, ça va être de maîtriser tous les systèmes de profilage. Voilà, ou bien un petit vide technologique. Le droit à l'oubli, c'est le truc qui incarne la liberté individuelle des citoyens, c'est le fait qu'on a le droit de faire effacer nos données. Et puis, plein d'autres choses sur les calculs d'impact, quel est l'impact en fait sur l'individu lui-même de collecter ces données, etc. Donc, l'Europe a réussi à développer des lois pour autoriser la collecte de données à caractère personnel tout en l'encadrant fermement. Et j'aime beaucoup ce paradigme, autorisé en encadrant fermement. Il faut qu'on arrive à faire pareil pour les algorithmes. C'est non pas d'interdire strictement, mais d'autoriser le développement et l'usage d'algorithmes en encadrant fermement. Et fermement, ça veut dire quoi? Ça veut dire imposer des pratiques de développement strictes, de tests. Alors après, pas de préciser quelles sont ces pratiques de développement et de tests, mais d'imposer les entreprises à avoir de la gouvernance algorithmique. Si scandale il y a, on fait un audit, on regarde si cette entreprise a en effet eu des bonnes pratiques ou pas. Et je peux vous assurer qu'en fait, quand il y a des gros scandales, souvent il y a... Voilà. Et auquel cas, grosse amende, comme dans le cas du RGPD, qui va jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. C'est quand même impressionnant. Donc des choses comme ça. Et puis après, il y a certaines interdictions qui sont liées à des algorithmes qui vont avoir des risques trop élevés par rapport à l'individu, comme par exemple de la reconnaissance faciale dans la rue, des choses comme ça. Cela étant dit, il faut faire très attention avec toujours les notions d'interdiction, parce que, par exemple, la reconnaissance faciale.
Moi, je suis contre la reconnaissance faciale dans la rue, mais vraiment, parce que ça a des risques de surveillance généralisée incroyables. Cela étant dit, on utilise tous la reconnaissance faciale à une frontière en Europe, lorsqu'on passe notre passeport automatiquement et qu'on est reconnu. Moi, il n'y a pas de risque, en fait, à cela. Enfin, vous pouvez me dire qu'il y a des risques de piratage d'une entité extérieure, certes, mais en fait, j'ai confiance en mon État. Voilà. Quand vous dites encadrer fermement, justement, je reviens sur l'idée qui était contenue dans ma question. Est-ce que ce fermement ne risque pas de porter en lui-même la menace de brider le progrès, de l'empêcher, d'empêcher le développement de nouveaux algorithmes qui pourraient... C'est une très bonne question parce que j'en parle dans le RGPD, pour le RGPD aussi. C'est là toute la subtilité de la loi. Et ben, je vous donne un petit exemple, parce que c'est aujourd'hui discuté par l'Europe, hein, ce sujet-là. Il y a eu un texte qui est sorti cette année, en mars, je crois. Donc j'ai commencé à le regarder et j'en ai parlé avec des juristes. Et par exemple, il y a un truc qui est un peu plus conservateur, enfin qui est plus conservateur. Moi, je trouve plus conservateur le texte que le RGPD. Hein. Et il y a un point, par exemple, que je pense être pas bien et qui va freiner l'innovation, c'est le fait que, autant dans le RGPD, on différencie l'industrie de la recherche. C'est-à-dire que le RGPD n'est pas appliqué de la même manière lorsque vous travaillez sur des datas à des fins de recherche ou à des fins industrielles. Ce qui est important, sinon vous allez freiner la recherche. Dans le cadre, là, aujourd'hui, de toutes les discussions qu'il y a sur l'intelligence artificielle, tous les textes, en fait, qui sont en train de sortir par l'Europe, on voit, en fait, qu'il y a une lecture, une seconde lecture qui fait penser que on ne distingue pas la recherche de l'industrie. Et ça, je pense que c'est dangereux, parce que je pense qu'on a besoin d'aller faire de la recherche sur des algorithmes qu'on n'a pas forcément envie de déployer, mais qu'on a envie de... Je donne un exemple tout bête, hein, ce qui peut choquer, mais j'assume. Vous prenez les armes autonomes. Moi, j'ai signé une pétition il y a des années pour dire que je ne voulais pas travailler, je ne travaillerais pas sur les armes autonomes, sur les algorithmes, ce qui est différent d'une arme programmée, hein, c'est très différent. Cela étant dit, je pense qu'il est important qu'on ait de la recherche en France potentiellement pour le ministère de la Défense sur les armes autonomes, sur les algorithmes des armes autonomes. Pourquoi ? Parce que c'est en développant des algorithmes pour des armes autonomes qu'on va être capable potentiellement de les pirater. Donc il y a des fins aussi de compréhension pour mieux les maîtriser. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça où je pense qu'il ne faudrait pas freiner l'innovation, et c'est un sujet très complexe. Hein. Et puis c'est là où intervient aussi l'éthique. Voilà, c'est des sujets très complexes, et c'est le coût de la décision, mais il ne faudrait pas avoir une position trop conservatrice. C'est ça que je dis. Si on tente pour terminer cette discussion de faire la part belle aux algorithmes, qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous apporter ? C'est-à-dire, où se situent aujourd'hui les marges de progrès et d'optimisme ? Qu'attendez-vous des algorithmes ? Alors moi, je suis complètement biaisée pour le coup sur ce sujet. Mais on assume ce biais-là. Voilà, moi j'assume mon biais, je suis quelqu'un de potentiellement biaisé. Je pense contre moi-même, j'essaye, mais voilà, c'est pas toujours simple. Moi, c'est la médecine. C'est-à-dire que la médecine va pouvoir être révolutionnée. Enfin, les médecins le disent eux-mêmes, hein, c'est-à-dire on a eu déjà beaucoup de changements, de révolutions dans certains domaines. Hein. Vous parlez des tumeurs, enfin, c'est un cas. Puis après, tout ce qui est il y a deux domaines, c'est la médecine de précision et la médecine prédictive. Médecine prédictive, c'est le fait d'aller anticiper l'arrivée de maladies et de pouvoir agir en conséquence dans la prévention et non plus dans le soin, strictement. Et puis la médecine de précision, ça va être de rendre plus précis les diagnostics eux-mêmes, mais aussi les traitements, d'aller dans une médecine personnalisée, d'aller diminuer les doses de médicaments ou de traitements qu'on va donner à un patient ou une patiente en fonction de sa morphologie, en fonction de son histoire, en fonction de pas mal de critères que l'on pourra capter grâce aux algorithmes. Et donc la médecine de précision, la médecine prédictive est aussi un point qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est pas très sexy pour les gens. Là, moi, je trouve ça hyper excitant. C'est toute la logistique des instituts de santé. C'est-à-dire, moi je travaille avec l'hôpital de Montréal, par exemple, entre autres, et le directeur de l'hôpital, Fabrice Brunet, a une grande partie de sa logistique à l'hôpital qui est orientée par des algorithmes et qui lui a permis, par exemple, pendant cette crise du Covid, de réorganiser complètement son hôpital en fonction des flux de patients. Et la logistique, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On en parle un peu dans le supply chain, dans les chaînes de production, on n'en parle pas assez. Le dernier kilomètre. Pardon ? Le fameux dernier kilomètre oui, en voilà. supply chain. Mais on n'en parle pas beaucoup dans les instituts, dans les organisations, et en fait, voilà, ça peut beaucoup aider. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Jean de nous avoir expliqué un petit peu en un temps record ce qu'étaient les algorithmes et surtout leur potentialité. Merci aussi de nous avoir parlé de votre parcours qui, j'en suis certain, en inspirera beaucoup. Vous pouvez retrouver cette masterclass en ligne sur le site du festival, co-organisé par Arte et France Culture. Merci à tous d'avoir été présents. Merci.